Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour nos rendez-vous de l'économie, le rendez-vous de l'éco. Yann Trichard et moi, on est très heureux de vous recevoir ce soir pour cette soirée. On va passer 2 heures ensemble. Donc, cette soirée de l'éco, elle va se dérouler en plusieurs temps. On aura un temps qui sera le bilan 2025 et les perspectives 2026 des entreprises en Pays de la Loire. Donc là, c'est une enquête qui est réalisée par la Banque de France comme chaque année. Nous avons interrogé 1500 chefs d'entreprise sur l'ensemble du territoire. Et la restitution que l'on vous fait, c'est la restitution de ces échanges avec ces chefs d'entreprise. J'ai toujours à cœur de dire que l'on n'est pas des statisticiens derrière nos bureaux qui faisons des calculs. On restitue sur cette enquête-là ce qui nous a été dit, indiqué, en regardant un peu dans le rétroviseur en 2025 et dans ce qui est prévu pour 2026. On a toujours beaucoup de plaisir à vous faire cette présentation. Donc cette présentation sera faite par Fabienne Fusienquin, qui est la directrice départementale de Vendée, et également par Florent Ligeron, qui est le responsable des affaires régionales de la Banque de France en Pays de Loire. Chacun va se séparer les secteurs. L'un fera l'industrie, l'autre fera les services marchands et la construction. Et enfin, comme on fait toujours, on a l'entonnoir, on part la tête dans le monde, même si aujourd'hui le monde nous fait tourner la tête. En tout cas, on part du monde et on revient jusqu'à notre territoire. Donc, la situation des entreprises en Loire-Atlantique sera présentée par Olivier Rocabois, qui est le directeur du cabinet de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Et puis, nous aurons à l'issue le mot du préfet de région qui s'est excusé, qui ne pouvait pas être là pour 18h, mais qui va venir nous rejoindre au cours de la soirée et qui tenait à faire cette conclusion. Et bien sûr, ensuite, on ouvrira les échanges sur les débats. Donc, on fait les présentations et on ouvre les questions ensuite. Et donc, on va continuer sur notre présentation de l'enquête régionale. Donc, dans cette première présentation, donc, on va d'abord parler de l'industrie et je vais laisser la parole à Fabienne Fusienquin pour présenter ces chiffres. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être une nouvelle fois parmi vous pour présenter les chiffres de l'industrie ligérienne, de l'industrie d'une superbe région, les Pays de la Loire. Donc, quelques chiffres tout d'abord. Je vais essayer d'être... Non, voilà. Je me trompe, excusez-moi. Avant tout, je voudrais remercier, je pense que vous êtes très nombreux les chefs d'entreprise à avoir participé à cette enquête. Vos réponses, comme le disait tout à l'heure Simone Kamiki, sont essentielles parce que ce sont vos chiffres qui font les chiffres que Florent Ligeron et moi-même allons vous présenter. Donc c'est essentiel de le rappeler, c'est vraiment le résultat de l'interrogation des chefs d'entreprise. Donc un très grand merci aux chefs d'entreprise, aux directeurs financiers qui ont répondu avec patience à notre demande, à nos relances. Un grand merci. Donc, l'industrie dans les Pays de la Loire, c'est quoi? C'est 8% des entreprises, c'est un poids de valeur ajoutée et d'effectifs qui est le même, 17%. Et puis surtout, le Pays de la Loire, c'est se place au premier rang des régions françaises pour sa part de l'emploi industriel dans l'emploi total. C'est donc 17%, c'est 4 à 5 points au-dessus de la moyenne française. Je ne vais pas vous présenter le tissu, hein, c'est un tissu industriel dense, très dense, qui est porté par des filières qui sont particulièrement solides. On pense bien entendu à la première, sur ce graphique, l'agroalimentaire qui est le premier secteur industriel régional en termes d'emploi. Mais on pense aussi bien entendu à la construction navale, à la construction aéronautique, métallurgie, plasturgie, et je pense que j'en oublie beaucoup, je suis désolée parce que je ne veux vexer personne. Donc, 20% des emplois dans l'agroalimentaire, 15% dans le matériel de transport, dans la fabrication de matériel de transport, attention, 15% dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques, et une grande part, bien entendu, des industries se trouve dans les autres produits industriels. Si on rentre maintenant dans l'intérêt de la présentation régionale, c'est-à-dire les chiffres, tout d'abord,
un petit rappel, l'année dernière, à la même époque, on vous avait présenté une évolution sur le réalisé de 2024 à moins 1,1. Donc, après une année 2024 en léger repli, 2025 affiche plutôt une stabilité, une activité stabilisée, dans un contexte que vous avez décrit, vous les chefs d'entreprise, puisqu'on vous demande quelques mots ou remarques, comme incertain, anxiogène, difficile, compte tenu de l'environnement qui est international et national, comme d'ailleurs Mathieu Buissière nous le décrivait il y a quelques minutes. Les effectifs en 2025 ont été ajustés, notamment par un moindre recours au personnel intérimaire. Les investissements ne progressent pas, contrairement à ce qui avait été estimé en début d'année. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait rapporté aussi dans l'enquête que l'on a fait à la fin de l'été, puisque à la fin de l'été, 31% des chefs d'entreprise nous disaient déjà qu'ils ne réaliseraient pas les investissements qu'ils avaient programmés en début d'année. En termes de rentabilité, un chiffre qui semble important, c'est que 4 dirigeants sur 10 font part d'un resserrement de leur rentabilité, preuve s'il en était que le maintien du courant d'affaires n'a été souvent possible qu'au prix de concessions sur les tarifs. Si nous rentrons maintenant dans le détail des secteurs industriels pour 2025. Alors, le fleuron, c'est toujours l'agroalimentaire, comme chaque année, puisque l'année dernière, c'était déjà le seul secteur qui progressait. La branche agroalimentaire affiche une progression nette de son volume d'affaires. Il faut le souligner, on a un certain nombre de fleurons nationaux qui sont implantés dans notre région. Les effectifs de cette branche ont été renforcés régulièrement, parfois avec difficulté d'ailleurs, et par du personnel temporaire, voire des recrutements permanents. La seconde branche qui progresse, c'est la branche des équipements électriques et électroniques. Elle progresse de 3,1% cette année, après une baisse l'année dernière, comme je le précisais. Et là, c'est sans renfort d'effectifs, puisque les effectifs ont plutôt été même resserrés. En revanche, les branches matériel de transport, fabrication de matériel de transport, et plus encore celles des autres produits industriels, qui regroupent pour cette dernière près de, je le rappelle, 50% des effectifs du secteur industriel, s'inscrivent en repli. Pour cette dernière branche, les replis sont même marqués, assez fortement marqués depuis 2 années. Qu'en est-il maintenant, puisque parler de 2025, c'est un petit peu regarder dans le rétroviseur. Donc, nous vous interrogeons bien entendu sur l'évolution en 2026. Qu'en sera-t-il? Ou en tout cas, quelle est l'attente des chefs d'entreprise? Un regain est attendu. La projection des chefs d'entreprise pour 2026 tend vers une évolution du chiffre d'affaires, en tout état de cause, une activité qui serait plus soutenue qu'en 2025. La préoccupation semble être de maintenir les effectifs sans les augmenter sensiblement. Cette progression se retrouve plus sensiblement au niveau des investissements, avec une croissance de 6,1%. Le report pour partie des investissements de 2025, et puis certes, un peu moins mesuré que ce qu'on espérait en début d'année. Les chefs d'entreprise montrent une volonté, en tout cas, de poursuivre leurs investissements d'avenir, puisque quand on interroge, on le verra un petit peu plus loin, sur les types d'investissements. La progression des investissements bénéficie à 3 des 4 secteurs. Seuls les autres produits industriels affichent un recul des investissements. Pour certains chefs d'entreprise, les investissements sont indispensables compte tenu des difficultés de recrutement et sont bien entendu un maintien de l'industrie, un gage du maintien de l'industrie sur notre territoire. Si je rentre là également dans un petit focus par sous-secteur. Les évolutions dans les sous-secteurs sont encourageantes dans chacun des sous-secteurs pour 2026, puisque toutes les évolutions sont positives. La branche agroalimentaire est celle qui progresserait le moins,
mais, je le rappelle, après une progression sensible au cours des 2 dernières années. Les 3 autres branches, et notamment celle du matériel de transport, s'inscriraient en progression. Dans cette dernière branche, l'industrie automobile resterait en retrait, alors que la construction aéronautique et navale serait en hausse. Les entreprises électriques et électroniques seraient soutenues par les entreprises de fabrication de machines. Une donnée ressort encourageante en termes de résultats, puisque la rentabilité serait sensiblement améliorée dans les 4 secteurs. Enfin, les effectifs resteraient stables dans l'agroalimentaire et les autres produits industriels et seraient renforcés dans les 2 autres sous-secteurs. On fait un petit focus sur les exportations. Au total, les exportations des Pays de la Loire représentent 4,7% des exportations françaises, soit un poids inférieur au poids de la région au niveau de la richesse produite, puisque c'est 5,1% du PIB. Le rapport 2025 sur le commerce extérieur de la France faisait part d'un plus fort dynamisme des exportations dans notre région que sur l'ensemble du territoire grâce à l'aéronautique et à l'énergie. Les entreprises de la région maintiennent globalement leur position à l'export par rapport à l'année dernière. Les grands acteurs de l'agroalimentaire sont d'ores et déjà très présents et maintiennent une position tout à fait internationale. La position à l'export de l'industrie du transport relève de quelques acteurs de grande envergure que je n'ai pas besoin de vous présenter. On fait un petit focus sur les investissements, puisque tout à l'heure, on voyait l'évolution globale. Nous interrogeons les chefs d'entreprise sur l'orientation de leurs investissements. Les tendances d'investissement restent principalement tournées vers les investissements d'équipement pour 75% des montants. Le secteur des entreprises des équipements électriques et électroniques se différencie un peu, avec une part plus importante d'investissement immobilier sur quelques grands acteurs. Enfin, on interroge également sur le focus investissement d'équipement entre les types d'investissements, et les investissements restent axés sur la poursuite des efforts autour de la transition énergétique, les travaux de décarbonation et aussi tout ce qui est modernisation des chaînes de production. Dans un contexte incertain, on retiendra que les investissements ne s'inscrivent pas dans un schéma baissier, ce qui est essentiel. Bien au contraire, on note un vrai besoin d'investir pour relever les défis de demain et notamment pour compenser aussi des difficultés de recrutement. On présente une nouveauté cette année, puisqu'on présente cette enquête à peu près en même temps que les autres régions de France. Et donc, vous avez sous les yeux les évolutions des chiffres d'affaires dans toutes les régions françaises, à l'exception de PACA. On note que nos régions voisines, notamment la Bretagne, évoluent sensiblement comme nous. Et donc, je pense que c'est une diapositive qui n'a pas besoin de beaucoup plus d'explications. Et si on présente les évolutions attendues pour 2026, eh bien là, la carte est complètement verte et les évolutions sont de l'ordre de 2,5 à 3%. Voilà. Je vais laisser Florent présenter l'activité dans les services marchands et la construction. Bonsoir, je suis ravi de poursuivre cette présentation avec les résultats régionaux pour 2 grands secteurs que sont les services marchands et la construction. Avec presque 2/3 des entreprises de la région, les Pays de la Loire sont assurément une terre de services. Ce sont des entreprises qui opèrent, vous le savez, dans des activités qui sont très différentes et globalement, il s'agit du secteur qui génère le niveau de valeur ajoutée le plus significatif. Même si par rapport à d'autres régions, le secteur des services marchands est proportionnellement un peu moins développé, il reste le principal secteur de la région en termes d'emploi et en termes de nombre d'entreprises. C'est 46% des emplois répartis sur plus de 70 000 entreprises. En termes de répartition, vous le voyez à droite, 20% des employés du secteur sont dans des activités spécialisées, services administratifs et soutien à la personne.
10% dans le secteur du transport et entreposage, 20% dans le tourisme et 20% dans l'information et la communication. Alors, quels sont les résultats de 2025 ? Pour les chefs d'entreprise, le bilan 2025 est positif en termes d'activité et d'effectifs. L'année s'inscrit véritablement au-dessus des attentes exprimées par rapport à notre enquête que nous vous avions présentée il y a tout juste un an. L'atterrissage du chiffre d'affaires à plus 4,8 versus 3,9 montre un bilan somme toute satisfaisant. Le chiffre d'affaires a été conforté, même si nous le verrons ultérieurement, les résultats par sous-secteur ne sont pas uniformes. Concernant les effectifs, le réalisé est conforme aux prévisions, plus 1,7 versus 1,4%. Les emplois ont été conservés, des embauches ont été réalisées. On notera toutefois, lorsque nous échangeons chaque mois avec vous, avec les chefs d'entreprise, c'est environ un contact sur 3 qui nous témoigne encore de difficultés de recrutement persistantes en termes de recrutement. Ma diapositive est assez claire en termes d'investissement. Vous le voyez, avec presque moins 16% contre moins 2,7% attendu. Les chefs d'entreprise avaient tablé début 2025 sur des investissements, sur un ralentissement des investissements. Celui-ci s'est accentué en cours d'année. Les investissements ont en effet été moindres. Et si on fait un petit exercice de valorisation sur notre échantillon, c'est environ 54 millions d'euros en moins qui ont été gelés ou en partie reportés. Enfin, si nous regardons la rentabilité, l'analyse montre que la profitabilité du secteur a évolué favorablement, conformément à nos prévisions d'il y a un an. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, si on se permet un petit focus 2025 dans les sous-secteurs, on peut regarder, et la diapositive est aussi claire, le constat est simple, la croissance a bénéficié aux 3 sous-secteurs des services marchands. Alors plus particulièrement aux activités spécialisées et pour les transports et entreposages, mais elle était profitable pour tous. Dans les activités spécialisées, je vais commencer par celle-ci. Vous le voyez, en termes de chiffre d'affaires, la branche des activités juridiques et comptables a progressé modérément, plus 2,9%, après une année 2024 qui, souvenez-vous, avait été exceptionnelle. On frôlait les plus 20%, tandis que l'ingénierie, cette année, en 2025, enregistre une nette hausse. C'est plus 12,2%, alors qu'elle avait été à la traîne il y a un an, en 2024. Une des explications qui avait été avancée, c'était en lien avec une certaine atonie dans d'autres secteurs, comme le secteur du bâtiment. 2025, lorsqu'on se focalise sur la partie ingénierie, c'est vrai, montre que les projets d'études ont été relancés, ils se sont développés. Et je me permets de rappeler ici finalement le lien direct qu'il y a entre les entreprises du service et les autres entreprises, puisque beaucoup de ces entreprises de service œuvrent en support des autres industries et constructions comprises. Sur l'ensemble du sous-secteur, les effectifs ont progressé, on le voit, plus 1,9%, et on le soulignera, c'est l'ingénierie, encore une fois, qui a vu sa plus forte progression de ses effectifs avec plus 13% mesuré. La rentabilité en 2005 est au rendez-vous, dans le vert, avec un solde d'opinion qui est largement positif. Pour l'autre sous-secteur, transport et entreposage, après une progression, je reviens, transport et entreposage, j'ai pas fini, après une progression de son niveau d'activité en 2024, 2025 annonce encore une hausse, mais portée uniquement par les activités d'entreposage. Le transport terrestre, quant à lui, affiche un chiffre d'affaires stable. Vous le voyez, les effectifs se sont renforcés, il est vrai, avec toujours des difficultés de recrutement qui sont exprimées par les dirigeants ou leur DRH. Le renfort concerne principalement l'entreposage et les services auxiliaires. Le tout atterrit à plus 1,3%. Quant à la rentabilité, et ça c'est une bonne chose, c'est un beau et franc retour dans le positif. Ce plus 16 points en termes de rentabilité témoigne d'un rebond largement bénéfique par rapport à 2024, où ce solde d'opinion avait été l'un des plus fortement négatifs. Pour terminer sur le sous-secteur information et communication, souligné tout au long de l'année par nos études mensuelles, ce sous-secteur bénéficie d'un fort dynamisme. Grâce aux entreprises de services informatiques dont l'activité s'est développée principalement autour de l'édition de logiciels, des actions de maintenance, des upgrades de sécurité informatique
et les effectifs se sont vus renforcés légèrement, essentiellement dans la branche édition de logiciels. Alors, seul bémol au tableau, la rentabilité. Ce sous-secteur a fait face à une concurrence très active et aussi une problématique singulière de surenchère des salaires assez commune dans le domaine de la tech, confirmée par l'essor de l'IA et de la pénurie de talents sur ce domaine, mais c'est une problématique qui clairement est déstabilisante pour l'activité. Concernant les investissements, je vous parlais dans le slide précédent d'un ralentissement marqué. C'est vrai, cette baisse a été essentiellement portée du côté des activités juridiques et comptables, moins 50%, et de moins 20% dans la branche des transports. Une légère hausse est remarquée dans l'ingénierie, le domaine de la programmation, mission de conseil. Et malgré tout, lorsque je fais un petit exercice de valorisation euro sur notre échantillon, les investissements sont quand même là. Ils sont ralentis, mais ils sont quand même là. Ça représente 137 millions d'euros investis. Ce ralentissement, et vous le savez bien, ne signifie pas un arrêt abrupt des investissements. Alors, vous les attendez. Quelles sont les prévisions? Quelle est la tendance pour les services marchands en 2026? Eh bien, les chefs d'entreprise, vous le voyez, tapent sur une nouvelle progression de l'activité. Alors, une progression qui se veut plus prudente, plus modérée, qui se traduit ici par plus 1,7%. Prudence aussi du côté des effectifs, avec une légère augmentation qui atterrirait à ce petit 1%. Et on le notera, malheureusement, pour la 3e année consécutive, c'est un recul des investissements qui est exprimé, ralentissement modéré, avec certainement un peu d'attentisme derrière exprimé par les chefs d'entreprise, mais on se consolera et on terminera sur une bonne note prévisionnelle avec une confiance. Les chefs d'entreprise se montrent confiants dans la rentabilité des affaires, avec, vous le voyez, un solde d'opinion qui est largement positif. Alors, on va regarder un peu plus dans le détail des sous-secteurs. Transport et entreposage, vous le voyez, l'activité se maintiendrait à plus 1,1%. Derrière ce 1,1%, en fait, se cache pas mal de disparités. Tandis que la branche transport progresserait, c'est la filière entreposage qui se resserrerait. Concernant les effectifs, c'est un timide 0,4% que je vous propose ici. Les effectifs apparaîtraient juste à l'équilibre. Activité spécialisée, il s'agit aussi d'un résultat timide. Derrière ces chiffres de plus 0, plus 0,1%, il y a aussi des disparités notables. Plus 0 pour le chiffre d'affaires, plus 0,1 pour la partie des effectifs. Des disparités notables existent. Ce sont les entreprises de conseil qui afficheraient des prévisions en hausse, tandis que l'ingénierie s'annoncerait en resserrement après la belle hausse, telle que je vous le disais, pour 2025. C'est le sous-secteur information et communication qui afficherait la plus forte croissance en 2026, tant sur l'activité que sur les effectifs. Et si on se permet juste un petit zoom supplémentaire, c'est le domaine de l'édition de logiciels, une nouvelle fois, et des services informatiques bien représentés en région qui tireraient le mieux son épingle du jeu. Enfin, l'appréciation des chefs d'entreprise sur leur niveau de rentabilité est favorable, voire très favorable, dans l'ensemble des 3 sous-secteurs. Alors, quid des investissements? Ce slide, finalement, vous présente une répartition des évolutions du secteur. Alors, quelles seraient les entreprises qui investiraient le plus et celles qui investiraient un peu moins? Dans les activités spécialisées, c'est une petite hausse qui est prévue en 2026. Une stabilité comparable à 2025 par rapport à la branche d'activité transport-entreposage. Et enfin, une baisse de 5% attendue dans la branche information et communication. Sur notre échantillon, au global, aussi en termes de valorisation euro, pour vous illustrer mes propos, ça représente environ moins 10 millions d'euros investis en 2026. Alors, parmi les principaux thèmes d'investissement remontés, là, il n'y a pas vraiment de scoop. On retrouve sans surprise la décarbonation, la digitalisation. Ces investissements s'inscrivent classiquement dans la poursuite de la transition énergétique. On peut citer, j'ai regardé un peu dans le détail, on peut citer quelques exemples de projets qui sont derrière ça. Électrification des flottes de véhicules, développement des bornes de recharge, études de rénovation de bâtiments et entrepôts, et le renouvellement des parcs informatiques afin de rendre les équipements plus efficients.
Je terminerai par ce petit bonus qu'on vous présente. Fabienne Fusienquin vous a présenté le petit bonus pour la partie industrie. Je fais de même pour la partie des services marchands. Vous le voyez, 2025, on note notre belle performance régionale par rapport au reste des régions. Je ne rentrerai pas dans des interprétations hasardeuses par rapport aux régions limitrophes ou pas. C'est un constat. À aujourd'hui, la région on s'en est très bien tiré au niveau des services marchands. Focus 2026, eh bien finalement, là ici, on voit notre estimation un peu plus modérée, un peu plus prudente des chefs d'entreprise de la région par rapport aux autres régions. Voilà, je vous laisse quelques instants pour apprécier ces chiffres. Juste avant de passer à la construction. La construction, toujours notre petit panorama introductif avec plus de 90 000 salariés et plus de 13 900 entreprises. C'est le secteur qui représente un peu plus de 6% de l'emploi salarial en région. La contribution de ce secteur reste légèrement au-dessus de la contribution nationale avec 7% de valeur ajoutée. Et en termes de répartition d'emplois, vous le voyez sur la droite, 20% des employés sont dans le gros œuvre, 20% pour les travaux publics et les 60% restants sont regroupés dans le second œuvre. Alors 2025, quel est le bilan au niveau de la construction ? Eh bien, le secteur de la construction nous présente finalement un panorama 2025 en demi-teinte, avec un réalisé quasi conforme aux prévisions. La prévision a été proche des estimations, moins 0,2% pour 0,3% escompté, avec un niveau de production qui a été quasi stable après une progression 2024 qui, rappelons-le, avait été modeste. Les investissements étaient attendus à la baisse, cela s'est malheureusement vérifié, mais ils se sont contractés moins que prévu. Le point positif concerne les effectifs qui se sont renforcés légèrement en 2025, plus 1,1%, après une baisse pour mémoire qui était du même ordre en 2024. Alors, concernant la rentabilité, en effet, les difficultés rencontrées dans le secteur pour obtenir de nouveaux marchés ont eu raison de nouveau des marges qui se sont dégradées encore un peu plus sur cet exercice. De la même manière, je vous propose de regarder un peu plus dans le détail des sous-secteurs de la construction. 2025, le secteur a été nettement tiré par les travaux publics, vous le voyez, qui ont affiché une belle hausse de la production, plus 4,5%, et ça conformément à nos prévisions d'il y a un an, ainsi qu'une augmentation des effectifs, une belle augmentation des effectifs avec plus 5,1%, et on le soulignera cette année, une rentabilité positive. En revanche, fort recul dans le gros œuvre, sans pour autant, je dirais, dégager une cause unique. Ce recul peut s'expliquer par rapport à la répercussion directe des baisses de permis de construire, des mises en chantier de 2024, avec notamment une baisse de construction des maisons individuelles. Seule la construction pour les autres types de bâtiments a affiché une petite progression et des recrutements nets. Pour le gros œuvre, les investissements demeurent en forte baisse, moins 20,8%, certes moins que prévu, mais c'est un recul malgré tout. On notera que le second œuvre s'est maintenu comme prévu, exactement comme nos prévisions d'il y a un an, avec une production en très légère augmentation. Cette petite progression a été dopée par une hausse des demandes de travaux d'équipement et d'installation thermique. Les effectifs n'ont été renforcés que dans deux branches essentiellement, les travaux d'installation électrique et toute la filière menuiserie bois PVC. Alors, dans ce contexte, somme toute difficile, comment s'annonce 2026 ? Eh bien, 2026, je dirais que 2026 s'annonce comme une année de défis et de perspectives positives pour la construction. Les chefs d'entreprise prévoient une reprise de l'activité, certes modeste, une reprise adossée à une stabilisation des effectifs. Les investissements, quant à eux, resteront une nouvelle fois en retrait. Dans un contexte multiconcurrentiel tendu, la rentabilité apparaît tout juste préservée. Même exercice, focus sur les sous-secteurs de la construction pour 2026. Alors que fait ressortir notre analyse par filière ?
Pour la production, nous pouvons noter une belle progression du gros œuvre, dopé par un bel essor entrevu dans la construction de maisons individuelles, essor qui est mesuré depuis le T3 2025 environ. Une bonne résistance de la filière du second œuvre grâce à la bonne tenue du marché de la rénovation qui maintient à flot les carnets de commandes. Et nous notons un ralentissement dans les TP, potentiellement lié, vous le savez, à une année marquée par les élections, mais avec des baisses de travaux, construction des routes, autoroutes et des travaux de terrassement courants. Concernant les effectifs, finalement, peu de mouvements attendus en 2026, et cela toutes filières confondues. Concernant les investissements, le constat s'affiche plutôt en berne. Les investissements ne reprendraient pas dans le gros œuvre. Dans les TP, les investissements seraient en baisse, mais on saluera une petite hausse attendue des investissements dans le second œuvre, portés par les domaines d'activité précédemment cités, les travaux d'installation électrique et la filière menuiserie bois PVC. Enfin, notre dernier indicateur sur la rentabilité nous montrerait ici une diminution pour le gros œuvre, un maintien pour les travaux publics et une rentabilité restaurée pour le second œuvre. Je vais terminer ma présentation par ce petit tour de France au niveau de la construction. Alors vous le voyez dans un schéma d'ensemble qui peut apparaître assez morose, notre région affiche finalement une belle résilience en 2025. Si je me projette en 2026, cette résilience se confirmerait au regard des autres régions qui affichent des résultats assez mitigées, en tout cas assez prudentes dans ce domaine de la construction. Je vous remercie pour votre attention. Ma présentation est finie. Je vais laisser passer la parole à Simone Kamiki pour quelques mots de conclusion de ces chiffres régionaux. Merci Simone. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On va passer ensuite au département. Je ne vois pas Olivier. J'ai peur qu'il soit parti. Donc, concernant, on fait notre petite conclusion sur l'année 2025 et 2026 parce que ça fait beaucoup de chiffres. Donc, si on résume, donc vous avez les premiers graphiques, les chiffres d'affaires, les effectifs, les investissements pour les estimations de 2025 et les prévisions qu'on a pour 2026. Donc, 2025, on peut dire qu'une activité quasi stable dans l'industrie et la construction et un bon dynamisme, on a constaté un bon dynamisme dans les services marchands, des effectifs qui ont été en retrait dans l'industrie, qui se confortent dans les services marchands et dans la construction, et des investissements qui se sont maintenus dans l'industrie, mais qui ont été en retrait dans les services marchands et la construction. 2026, pour les trois secteurs, une prévision qu'on a qualifiée d'encourageante, avec un quasi-maintien des effectifs, avec des investissements qui progresseraient dans l'industrie, et poursuivraient leur ralentissement dans les deux autres secteurs, mais de façon moins marquée que ce que nous avons connu en 2025. Voilà le point final pour la région, pour les chiffres sur la région. Et maintenant, je vais laisser la parole à Olivier Jolibois pour nous présenter les chiffres pour la Loire-Atlantique. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Préfet. Petit zoom sur les données de Loire-Atlantique à partir de l'enquête de conjoncture réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie début janvier de cette année. 681 répondants à cette enquête. On va vous faire un zoom sur les différents résultats de cette enquête. Premier élément, quand on regarde le verbatim des dirigeants d'entreprise, deux mots ressortent et vous ne serez pas surpris de ces deux mots. Le premier, c'est l'instabilité politique. Il y a vraiment un sujet et ça a transparu dans toutes les interventions depuis le début de la soirée. Deuxième mot qui apparaît, c'est le mot client. Perte de clients, report des projets des clients.
Donc sujet aussi et focus des dirigeants d'entreprise sur leurs clients et leur activité. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé, l'appréciation des dirigeants d'entreprise sur l'évolution de leur activité au cours de l'année 2025, on est globalement sur une appréciation de stabilité, puisque 56% des entreprises de Loire-Atlantique indiquent avoir enregistré une stabilité ou une hausse. C'est un point de moins par rapport à la même époque de l'an dernier, mais globalement stable. Quand il y a une baisse d'activité pour 77% des entreprises, c'est une baisse de chiffre d'affaires inférieur à 25%. Idem quand il y a une hausse, seuls 20% des entreprises constatent des hausses supérieures à 25%. Cette stabilité générale marque un contraste la marche avant. Fortement contrasté entre les différents secteurs d'activité. Vous ne serez pas surpris. Des secteurs qui sont plutôt en meilleure forme, c'est l'industrie. Ça a été évoqué. Hein. On est 5% de mieux de professionnels de l'industrie qui estiment leur activité 25 stable ou en hausse par rapport à 2024. Par contre, deux secteurs qui sont particulièrement touchés, et on le verra tout au long de nos données, le CHR, café, hôtellerie, restauration, et le commerce de gros, où là, après 2024, qui était une mauvaise année, 2025 est également une très mauvaise année. On a interrogé les dirigeants d'entreprise sur leur trésorerie. 60% des entreprises indique disposer d'une situation de trésorerie satisfaisante, voire même très satisfaisante pour 18% d'entre elles. 15% d'entreprises répondantes sont en difficulté sur le plan de la trésorerie. On est au même niveau qu'il y a un an sur ce point-là. Là aussi, forte différence entre les différents secteurs, avec globalement le commerce de gros, les services aux entreprises et l'industrie, voire le BTP, qui sont plutôt à des niveaux au-dessus de la moyenne. En ce qui concerne le CHR, l'appréciation des trésoreries est assez négative. Trésorerie difficile, marge sous pression, on l'a évoqué. 45% des entreprises interrogées ont indiqué être contraintes de baisser leur marge commerciale pour faire face à la situation économique complexe. C'est 2 points de moins qu'à la même époque en janvier dernier par rapport à 2024, mais c'est 9 points de plus par rapport à ce qu'on constatait il y a 2 ans. Les secteurs les plus impactés par cette baisse des niveaux de marge, on va retrouver le CHR, le commerce de gros, commerce et services aux particuliers. En gros, il semblerait que tout ce qui concerne le B2C soit beaucoup plus sous pression en ce qui concerne leur niveau de marge et leur activité. Impact direct, l'emploi. Il ne faut pas s'étonner qu'au regard de ces chiffres, 76% des entreprises indiquent avoir stabilisé ou augmenté leur effectif. Néanmoins, la proportion des entreprises ayant réduit leurs effectifs est passée de 18% en janvier 2025 à 24% en janvier 2026. Quand on regarde les chiffres de l'accroissement du taux de chômage en Loire-Atlantique sur 2025, on a fait 0,4 points de plus sur l'année 2025 et il y a une perte de 1200 emplois salariés sur l'année 2025. Voilà. La relation des entreprises avec leurs banquiers. Qu'est-ce que l'on constate? C'est une moindre sollicitation des entreprises vis-à-vis de leurs banques, puisqu'ils sont près de 70%
à ne pas avoir sollicité leur banquier. Ils étaient 66% il y a un an. Ça confirme ce qui a été dit tout à l'heure sur la frilosité en matière d'investissement. Légère hausse aussi, quand on leur demande s'ils ont essuyé des refus de la part de leurs banquiers, ils étaient 16% en janvier 25, ils sont 18% à la même époque cette année. Après, zoom sur le passé, on va regarder un petit peu 2026. Premier mot que moi j'emploierais, c'est prudence. C'est-à-dire qu'on reste dans la tonalité de 2025. Contexte économique incertain, instabilité. On a 64% des entreprises de Loire-Atlantique qui anticipent une stabilité ou une hausse de leur activité pour les 3 prochains mois. On leur pose la question. Sur le prochain trimestre, on n'est pas sur une projection annuelle, mais dans le prochain trimestre, on est plutôt sur un effectif, sur une prévision plutôt stable. Là aussi, des variations importantes en fonction des secteurs d'activité, puisque on est plus favorable en termes d'anticipation dans le secteur des services et dans l'industrie. À l'inverse, CHR, BTP, on est beaucoup plus inquiet sur les 3 prochains mois. Effet élection pour le BTP en partie, ça a été dit tout à l'heure. Sur le CHR, on continue à être sur une tendance peu favorable. Alors peut-être le rayon de soleil dans cette enquête, c'est les carnets de commandes. Quand on interroge les dirigeants d'entreprise sur leur niveau de carnet de commandes dans ce début d'année, et malgré tout ce qu'on a dit sur le contexte économique et politique, on a 59% des entreprises qui indiquent maintenir ou voir augmenter leur carnet de commandes. C'est 5 points de plus que ce que l'on avait constaté en janvier dernier. Et on est même à plus de points par rapport à notre enquête d'octobre 25. Ce rebond, il concerne qui ? Là aussi, l'industrie qui tire l'activité, et je ne fais pas l'injure de rappeler le rôle des grosses locomotives du territoire, que sont les chantiers Airbus, Manitou, qui tirent le tissu de sous-traitants et autres, donc avec sans doute des prévisions des carnets de commandes qui s'améliorent. Commerce de gros, on est également plutôt en hausse, et également dans le BTP par rapport au constat que l'on faisait en janvier 2025. Ce frémissement des carnets de commandes n'a pas d'impact ou n'entraîne pas des conséquences immédiates sur l'emploi. Vous voyez que les prévisions de recrutement restent extrêmement prudentes et ce sont essentiellement l'industrie, à hauteur de 31%, qui prévoit le plus de recruter en CDI, ainsi que dans le BTP. À l'inverse, et c'est le leitmotiv de la soirée, le CHR est plutôt sur une prévision nettement plus faible, puisqu'on a 8% des professionnels du CHR qui prévoient d'embaucher en 2026. Réduction des effectifs, on est au même niveau qu'en janvier 25 et en janvier 24, avec une prévision avec 11% des chefs d'entreprise qui prévoient de réduire leurs effectifs. Même prudence en ce qui concerne les politiques d'investissement, puisqu'on a à peu près 48% des entreprises qui disent vouloir réduire leur niveau d'investissement. Et ça, c'est en hausse de 4 points par rapport au même chiffre que l'on avait constaté en janvier 2025. Donc on a une forte expectative des dirigeants
Et on rejoint là toute la complexité de l'environnement économique et politique que l'on connaît dans notre pays et à l'échelle européenne ou mondiale. On a quand même 12% des entreprises qui prévoient d'augmenter leurs investissements. C'est 2 points de plus que ce qu'on avait en janvier 25. Quand on leur demande sur quel type d'investissement ils font porter, on va retrouver, et ce n'est pas surprenant, pour 30% d'entre eux, la stratégie commerciale. Pour 30% également, 28% exactement, la digitalisation de l'entreprise, avec tous les enjeux autour de l'IA, la formation et l'outil de production pour 22%. Focus business. Quand on demande aux entreprises, aux chefs d'entreprise, quels sont leurs enjeux pour cette année 2026, vous voyez que leurs 4 premières préoccupations sont vraiment des enjeux de gestion de trésorerie, de gestion RH, donc mobilisation des salariés, gestion du temps de travail et des modalités. Et vous voyez en point 4, je voulais le souligner, c'est l'allongement des délais de règlement des clients. Donc vous cumulez gestion de la trésorerie, allongement des délais de paiement, et vous avez vraiment le sujet de préoccupation majeur des entreprises aujourd'hui. Donc s'il y a un appel à faire, c'est payer vos fournisseurs, dans les délais, que ce soit pour les acteurs privés ou publics. Alors, on aime bien demander aux chefs d'entreprise, c'est quoi leur humeur? Alors, voilà. C'est quoi leur humeur en ce début d'année? C'est pas... On va dire que c'est partagé, moitié-moitié, entre ceux qui sont plutôt moroses ou voire en mauvaise humeur, avec ceux qui sont plutôt une humeur bonne et excellente. Voilà, je pense que c'est un résumé du contraste et de la complexité de notre économie et de la situation. On a des dirigeants d'entreprise pour qui, ok, même si c'est pas facile, on est en forme, on y va, ça fonctionne. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous voyez là aussi des différences suivant les secteurs. Je vous l'ai dit tout au long de cette présentation, un CHR est vraiment dans une situation complexe. Voilà. Et dans l'industrie, on est plutôt sur 40-60. Dans le commerce, on est plutôt 53-47. Et services, 40-60. Dernier point, c'est le niveau de confiance sur l'avenir de son entreprise. Quand on pose cette question aux dirigeants d'entreprise, on voit quoi? Un niveau de confiance qui n'est pas les niveaux qu'on le connaissait en 2023 ou voire même en 2024. On atteint globalement un indice de 5,7 sur 10. C'est quand même 0,2 points de plus qu'en janvier 25. Donc il y a un léger redressement de l'indice de confiance sur un an, sauf pour un secteur, le CHR, où là, on n'est jamais tombé aussi bas dans l'indice de confiance pour un secteur d'activité. Quelques mots pour résumer un petit peu cette présentation et ce sentiment, avant de laisser la parole à Yann. Je dirais 4 grandes caractéristiques, incertitude politique et économique, mais ce n'est pas une découverte, manque de visibilité, d'où prudence sur les investissements et les effectifs. Vrai sujet sur les délais de paiement et la tension qui pèse sur les trésoreries.
le rayon de soleil, je vous le redis, frémissement des carnets de commandes et du niveau de confiance. Et puis, grande disparité entre les secteurs, entre ceux qui sont tirés par les fondamentaux industriels de notre territoire et ceux qui sont plutôt dans la consommation, dans le B2C, CHR, où là on a des vraies difficultés. Simone. Merci beaucoup pour ces éléments plutôt départementaux. On peut faire les questions-réponses et ensuite vous conclurez, Monsieur le Préfet, ou vous préférez... Bon, on peut passer aux questions-réponses. Alors maintenant, bien comme vous le voyez, la parole est à vous. Donc il y a des micros dans la salle. Donc on est prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Avec plaisir. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Peut-être que nos présentations ont été très claires. Mais pourtant, je suis sûre qu'il y a des petites questions. Oui, bonsoir et merci de ces présentations. 2 questions de ma part. La première, c'est sur la sensibilité des entreprises de la région aux exportations américaines. Quelle est la part des exportations américaines sur le territoire par rapport à... Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on a un peu de mal à jauger de la sensibilité, de l'impact de ces tarifs sur les exportations de nos clients. Et donc, si vous avez des éléments, ce serait intéressant. Ma deuxième question, c'est qu'on parlait de trésorerie tout à l'heure. On a déjà oublié, mais en 2020, on a fait beaucoup de PGE, dont les maturités étaient 2025, 2026, 2027 pour la grande majorité. Donc, soit les maturités sont déjà tombées, soit elles arrivent. Est-ce qu'au niveau de la région, on a un effet plutôt serein sur l'aboutissement et le remboursement de ces PGE, ou est-ce qu'on est sur de la casse, et de la casse qui va être lourde dans le budget de l'État, ou en tout cas dans le budget de notre gouvernement. Voilà. Alors en fait, l'impact États-Unis sur c'est un peu à la hauteur de la réalité de notre économie et de notre capacité à importer et exporter des produits américains. Elle est très faible, on a une faible exposition, à l'exception de 2 sujets majeurs que sont l'aéronautique et la navale, mais qui ont effectivement des garanties sur du long terme, et donc avec des modèles d'acquisition qui sont via des sociétés tierces. Donc il n'y a pas une très forte exposition pour notre territoire sur le côté États-Unis. Bon, quand on dit pas très forte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations d'entreprises qui ont des expositions particulières, en particulier sur des composants, mais c'est anecdotique par rapport à la globalité de notre économie. J'ai envie de dire, c'est presque un problème d'ailleurs, parce qu'en fait, on n'est pas un territoire qui est très exportateur, très importateur globalement. On le voit d'ailleurs par le nombre d'entreprises qui sont membres de l'International West Club et qui sont assez faibles. Sur l'autre sujet, sur le sujet des PGE, en fait, ce qu'on a pu voir sur les chiffres, c'est un peu particulier puisqu'il faut le lire à 2 étages. Quand on voit les chiffres ici, on se dit finalement, globalement, on sait qu'il y a des gros secteurs qui ont été en difficulté, mais ça va bien. La réalité, c'est qu'il y a 2 typologies, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire, et ça a été évoqué tout à l'heure, dans lequel on a des grosses locomotives, donc dans la distribution avec Système U, mais aussi les plateformes Leclerc, dans l'agroalimentaire avec Terena, entre autres, qui sont qui font des très gros chiffres d'affaires, l'industrie avec, on l'a cité, Naval Group, les chantiers d'Atlantique, Airbus, Manitou, ce qui fait qu'en fait on a des chiffres globaux sur l'économie globale territoriale qui sont solides et qui font qu'on n'a jamais de situation qui soit extrêmement complexe, d'où un taux de chômage qui, malgré son évolution, reste à 6% en perspective du taux de chômage national. Donc, une fois qu'on a regardé ça, il faut regarder plus dans le détail. La réalité des entreprises qui
qui ne sont pas directement tirées par ces gros industriels, elles sont plus en la difficulté, et c'est là qu'on va retrouver entre autres deux, et c'est pour ça qu'on parlait des activités de B2C en particulier, pour lesquelles les PGE vont être plus compliquées. Je viens à la question, hein. J'expliquais un peu pour arriver. Donc s'il s'agit de rembourser les PGE pour tous les sous-traitants industriels de rang 1, des grands donneurs d'ordre qu'on a vus, pas de difficulté. Sur la question du café, hôtel, restaurant, et c'est pas Patrick Darry-Carrère qui est juste devant vous qui dira le contraire, on a effectivement un taux de défaillance d'entreprise et donc des remboursements de PGE qui sont dans la complexité, dans la difficulté, véritablement. Et ça va être le cas aussi dans le commerce, comme on a pu le voir, et vous le voyez parce que c'est très visible, que ce soit les cafés, hôtels, restaurants et le commerce, ça donne une impression économique qui est visible à l'œil des consommateurs que nous sommes. Lorsque on se promène, on voit des rideaux baissés, et ça c'est de la visibilité. Et là-dessus, effectivement, sur ces deux gros secteurs, du commerce en particulier et des cafés, hôtels, restaurants, oui, il y aura des questions de défaillance et de problématiques de PGE. Et après, dans l'ensemble de l'économie, globalement, on n'a pas tant de défaillance et pas tant de problèmes de remboursement des PGE. C'est finalement, en fait, il se passe, et lorsque ça ne se passe pas, ils sont réétalés. En complément, notre taux de défaillance de la région, il n'est pas plus élevé, il est même moindre que toutes les autres régions. Voilà. Et depuis le début, hein, depuis les débuts des remboursements. Voilà. Donc pas plus de casse chez nous qu'ailleurs. Ça démontre l'efficacité, en tout cas, des PGE qui ont permis aux entreprises de maintenir un flot de trésorerie pour survivre. En fait, c'était l'objectif. Hein. C'était d'ailleurs de la trésorerie qui a été utilisée à d'autres fins que ce pourquoi le PGE était distribué au départ, hein, puisque le PGE, il a plutôt servi à la guerre en Ukraine plutôt que la crise Covid. Et ça a permis effectivement aux entreprises, Jean Galarnkela le dirait, président de fédération, c'était cette trésorerie, en fait, elle a permis de couvrir ces difficultés pendant la guerre d'Ukraine. Donc tant mieux, voilà, moins servi pour le Covid. Voilà. Après, dans les CHR, la difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des investissements forts grâce au PGE, mais à la fin du Covid, l'activité n'a pas repris. Voilà. Contrairement à d'autres entreprises, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un CHR qui est en grande difficulté, puisqu'il n'y a pas eu cette reprise du tout, voire il y a eu une activité qui était moindre que pendant, voilà, je vois Patrick Darry-Carrère qui me fait signe, qui était moindre après Covid qu'avant Covid. Et ça ne reprend pas, et on n'a pas de signe de reprise, parce qu'il y a des habitudes de consommation qui ont changé. Parce que quand on va au restaurant, on le voit bien, le ticket moyen est bien moins élevé qu'il ne l'a été, parce qu'il y a le télétravail, et que le télétravail a énormément enlevé d'activité dans la restauration. Voilà. Alors après, on voit aussi dans cette activité hôtellerie, c'est fini les périodes où les hôtels étaient réservés très longtemps à l'avance. Donc on a des réservations qui sont faites au dernier moment, mais pour des temps moins longs. Et donc, ça veut dire que c'est un secteur qui vit par à-coup. Il fait beau ce week-end, le jeudi, ben on réserve. Il fait beau, on ne sait pas, dans une semaine, il y aura les vacances de février. On n'est pas sûr qu'il y ait de la neige, on ne va pas réserver, mais on réservera au dernier moment. Et ça, c'est compliqué, effectivement, dans le suivi d'activité. Ça, c'est ce qui nous remonte des chefs d'entreprise. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y en a une là. Bonsoir. Concernant la première intervention, il y a un point que je n'ai pas bien compris, si vous pouvez m'éclairer. Il me semble avoir vu un chiffre qui montrait que l'exposition de la Chine aux exportations américaines était d'entre 2 et 3%. Et j'étais surpris parce que moi, mon sentiment où j'étais, c'est qu'ils étaient très impactés et que ça se reportait sur l'Europe. Mais j'ai peut-être pas bien compris, et voilà. Oui, en un mot, je vous confirme, je ne sais pas exactement à quel chiffre vous faites référence, mais en tout cas, dans les estimations qu'on a montrées de l'impact sur la Chine est évidemment très impactée, parce que d'abord, elle est très exposée, et ensuite parce que l'augmentation des tarifs qui lui a été appliquée est très élevée.
Donc, je reprendrai ma présentation et on peut voir après de quel 2% vous parlez, mais non, la Chine est très impactée. Et c'est bien pour ça que les exportateurs chinois essaient maintenant d'écouler leurs produits dans d'autres zones géographiques, dont l'Union européenne, en baissant leurs prix, en essayant de gagner des parts de marché, ce à quoi ils parviennent d'ailleurs. Donc il y a des graphiques qui montrent l'évolution des parts de marché en Chine, enfin de la Chine en Europe, et ils gagnent des parts de marché grâce à ça. Mais ils en ont perdu beaucoup aux États-Unis. On peut peut-être. Plus 11,2% d'exportation de la Chine vers l'Europe. Sur plusieurs mois en plus. On peut dire que d'ailleurs l'impact de l'entrée des produits chinois en Europe et en France, ça nous préoccupe, nous, Banque de France, et on le suit de très près, puisque ça pourrait avoir un impact direct sur l'inflation. Et donc aujourd'hui, on a un taux d'inflation qui est en dessous des 2%. Donc c'est ce que l'on souhaitait. C'est notre mission première de faire que l'inflation soit proche des 2%. Donc là, on est au-dessous et on est très satisfait. Pourquoi on est satisfait? Parce que du coup, l'activité économique ne s'emballe pas. Et ça, c'est important. On aimerait qu'elle s'emballe un petit peu plus. Mais en tout cas, une inflation à 2%, c'est une inflation qui permet à la croissance d'avoir un niveau proche de la croissance potentielle, c'est-à-dire 1,5%. Et aujourd'hui, notre inquiétude, c'est que les produits chinois rentrent, donc comme je vous le disais, en Europe, en France, et ils nous baissent les prix. Voilà. Et donc ça, c'est une grosse surveillance pour la politique monétaire, bien sûr. D'où les mesures de protection. Mais vous avez vu quand même que la taxation des États-Unis a très peu concerné, tout compte fait, le droit de douane a très peu concerné la France. On était à moins 0,3. Moi, il y a encore quelques mois, je disais, ma peur... C'est peut-être une appréhension personnelle, Mathieu, tu pourras me contredire. C'était de dire qu'avec le président des États-Unis tel qu'il est aujourd'hui, voyant que l'Europe n'était pas trop taxée, ou que ça ne l'impactait pas, c'est qu'ils reviennent avec une deuxième vague. Bon, j'espère qu'on n'y viendra pas, j'espère fortement. Mais en tout cas, on ne fait pas partie des pays les plus taxés. Oui, rien n'est garanti, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis ma peur. Là, en plus une vue économique. On ne sait jamais. Si jamais ils disaient on est à moins 0,3 de taux moyen de taxation au niveau de la France, au niveau de l'Europe, pardon, donc ils pourraient revenir sur une deuxième vague. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, on va en prendre une dernière, et puis après, on laissera peut-être la parole à monsieur le préfet. Ah, il y a une question. Oui, très bien. Oui, bonsoir. Merci pour vos interventions. Et les chiffres donnent autant de visibilité que le temps aujourd'hui à Nantes, mais ça, c'est un autre sujet. On vous les donnera sous forme papier, vous pourrez les revoir. Non, c'était pour la boutade. Non, je m'interroge parce qu'effectivement, en fait, on est dans une instabilité politique, économique, ça, depuis quelques temps, et ça demande de la résilience, de la robustesse. On en parle, mais on ne se l'applique pas nous-mêmes, et j'ai presque envie de mener une enquête ici, j'en profite d'avoir des acteurs économiques, pour savoir qui est prêt à changer avant des grandes réformes politiques et pour défendre son territoire. Donc je ne sais pas si on peut lever la main par rapport à ça. Donc qui est prêt à opérer un changement avant une opération politique majeure. Voilà. Et qui attend une grande réforme politique pour changer. Alors le sujet quand même, pardon, je vais me permettre parce que de compléter, c'est que le changement en matière d'économie, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le faisons dans plusieurs choses. D'abord, on le fait dans nos actes de consommation. Si nos cafés, hôtels, restaurants et nos commerces de centre-ville meurent, c'est parce que nous, consommateurs, on commande sur Chine et sur Temu et on va au supermarché plutôt que d'aller consommer dans les magasins de centre-ville. Première action et il faut se le dire quand même, taux d'épargne des ménages 18,4% à fin 2025, c'est énorme, c'était 18% à fin 24, ça veut dire que cet argent-là, on ne l'a pas consommé. Encore une fois, je le répète, 1 milliard d'euros, c'est 35 euros par ménage. C'est important de le savoir. Et donc, chaque fois que vous consommez 35 euros dans un commerce ou dans un restaurant, eh bien, finalement, ça contribue à injecter 1 milliard d'euros dans notre économie. Ce n'est pas neutre. Et c'est dans notre économie territoriale à chaque fois, dans ce qui se voit. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que les politiques publiques, elles ont comme vocation de donner une stabilité économique, une fiscalité, de nous donner la visibilité. C'est pour ça qu'on est ravis, nous, chefs d'entreprise, finalement, d'avoir un budget. Parce que comme ça, au moins, on a 1 an de visibilité. Le reste, c'est notre capacité à travailler ensemble. Et ce n'est pas des grandes réformes politiques qui peuvent faire ce que sera notre économie pour une raison. C'est qu'en fait, on pèse, allez,
0,8% de la population mondiale. Donc on est un tout petit ensemble d'un grand ensemble économique global. Et lorsque l'on dit que effectivement la Chine est descendue d'à peu près 7% d'augmentation enfin un peu plus de 6% d'augmentation de croissance à 5% cette année, déclarée, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, enfin déclarée 5%, et que pendant ce temps-là, ils font 11% de croissance de leurs exportations vers l'Union européenne en général et vers la France en particulier, qu'on a 800 millions de petits paquets qui arrivent sur notre territoire, 800 millions, ça c'est notre consommation, donc c'est pour ça que le changement c'est maintenant, mais c'est nous. Merci. Pour vous donner un chiffre de l'impact de l'incertitude que l'on vit aujourd'hui sur l'économie, c'est l'impact, je parle de France, l'impact de l'incertitude en France, c'est moins 0,2% de croissance. Vous avez vu qu'on vous a annoncé une croissance à 0,9%. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc quand on sortira de cette incertitude politique, géopolitique au niveau international, on gagnera beaucoup en croissance. Au niveau européen, au niveau international plutôt, l'impact, il est de 0,4%. Dans ces 0,4%, en réalité financière, c'est 0,1% d'impact, cette incertitude. Le 0,3, qui est la différence entre le 0,4 et le 0,1, le 0,3, c'est simplement psychologique. Et donc, ça confirme ce que vient de dire Yann, c'est qu'en fait, c'est aussi nous qui devons changer cette psychologie et d'arrêter peut-être certaines peurs et peut-être de consommer aussi. Voilà. Donc, on pourrait parler beaucoup de l'épargne. Pourquoi on a autant d'épargne? Il y a plusieurs raisons. Il y a l'incertitude, il y a la peur, mais il y a aussi d'autres faits. C'est un lien aussi avec les revenus. Puisqu'on a passé une période où on avait des revenus immobiliers qui étaient plus importants. Et on a perdu cette habitude d'aller consommer, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Donc on a aussi des habitudes fortes. Et autre chose dont on pourrait parler, c'est la dette publique. Et la dette publique, aujourd'hui, il faut aussi être tous conscients qu'on a besoin de réformes. Le problème, c'est que quand on veut lancer des réformes, tout le monde est d'accord. En général, mais personne n'est d'accord quand ça le concerne. Et on sait très bien aujourd'hui dans la dette publique ce qui nous coûte le plus cher, mais on n'y touche pas. Voilà. Et tant qu'on fera un jour une réforme de notre protection sociale, et c'est pas, je suis pas en train, je vous dis la partie la plus importante de notre dette publique, quand on acceptera de faire ça, eh bien, on aura compris enfin que c'est notre avenir que l'on garantira. Je crois qu'on peut mettre un fin à cette série de questions et on va laisser Monsieur le Préfet, on va vous laisser le dernier mot. Il y a un téléphone là. Simone. Bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Désolé de ne pas avoir pu participer à l'ensemble des échanges, mais je voudrais quand même peut-être démarrer mon propos. On a beaucoup parlé de nos atouts industriels, de nos locomotives industrielles. Je voudrais quand même avoir une pensée en démarrant ce propos pour Marcel Brault, le fondateur de Manitou, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Et quand on parle de capitaine d'industrie, quand on parle de capacité collective et à la fois individuelle de porter haut et fort l'industrie de souveraineté, l'industrie française et l'industrie nigérienne, je crois que le fondateur de Manitou doit tout notre respect justement pour cette magnifique réussite industrielle, particulièrement au Pays de la Loire, et qui s'exporte partout, qui est visible partout. Et je crois que c'est aussi ce type de réussite, de construction, de parcours, qui fait à la fois la fierté de notre tissu économique, j'y reviendrai, mais aussi, je crois, la garantie que nous pouvons collectivement faire face à un certain nombre de défis, à condition de bien les diagnostiquer, d'y travailler ensemble dans cet esprit collectif qui, je crois, est dans l'ADN, Pays de la Loire Touch, si j'ose dire, et qui, en tout cas, doit nous confirmer
cette capacité de faire face. Alors, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais simplement peut-être partager avec vous quatre points qui sont à la fois des points d'actualité, des points d'éléments aussi de réponse, entre guillemets, ou de contribution aux réponses aux différentes questions qui ont pu être posées, et vous dire aussi que ces 4 points constituent d'une certaine manière la feuille de route des services de l'État qui sont placés sous mon autorité pour les mois, les semaines et les mois qui viennent. Alors le premier point, et là je m'inscris dans les pas du président Trichard, que je salue, et notamment dans cette cérémonie de vœux remarquable, où il y avait une mantra qui a été, que vous avez, Monsieur le Président, rappelé à plusieurs reprises, pas simplement dans une logique de prophétie autoréalisatrice, mais une mantra qu'il faut garder le moral, il faut avoir le moral, il faut surtout se donner les moyens, la conviction, parce que notre économie le mérite et parce qu'elle est caractérisée, l'économie régionale, vous l'avez indiqué, le bilan est contrasté, je n'y reviendrai pas, certains secteurs souffrent plus que d'autres, y compris pour des raisons structurelles, d'évolution de comportement, de mode de vie. Ce n'est pas la première fois que notre modèle économique est confronté à des évolutions structurelles. Il faut s'y adapter, même si ça n'enlève rien les difficultés. Je pense évidemment au secteur des cafés, hôtelleries, restaurants. Mais notre tissu économique, je crois qu'il se caractérise par une réelle résilience. Résilience qui s'incarne dans un certain nombre de fondamentaux. Le premier d'entre eux, c'est pas grâce à l'État, pour répondre c'est pas une politique qui... les emplois, ça se décrète pas, ça se construit. Et on continue, même si ça se dégrade un petit peu, par rapport à l'année dernière, on continue à être la première, je partage ça avec vous, la première région en France qui a le plus faible taux de chômage. C'est quand même un élément majeur, à la fois grâce au recrutement nombreux, et on continue à avoir des difficultés de recrutement. Je vois la directrice régionale de France Rail, elle pourra le confirmer, on continue à avoir des difficultés de recrutement sur un certain nombre d'emplois. Donc c'est quand même un élément important à partager. Encore une fois, on n'est pas Euro Disney. Il y a des éléments qui sont des éléments qui doivent avoir notre attention, y compris en termes de dégradation de l'emploi, en particulier pour les seniors et les jeunes, qui sont les plus confirmés, concernés en termes de dégradation. Mais on a une économie régionale qui est quand même extrêmement résiliente et qui continue d'être portée par des leviers d'expansion importants, à la fois sur le marché national et communautaire et européen, mais également à l'export. Je ne vais pas citer, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés, juste quand même à titre de marqueur. Taux de chômage régional 6,2, 7,5 au niveau national. Et surtout, les créations d'entreprises ne faiblissent pas. Elles ont même augmenté en 2025, plus 11%. Ça n'enlève rien aux difficultés, et notamment la gestion post-Covid, parce qu'il faut appeler un chat à chat aussi, y compris sur les PGE. Pour répondre à votre question, il y a des PGE, et le président du travail de commerce peut le témoigner, on a des défaillances d'entreprises qui ont très fortement augmenté, dont une part, pour en discuter à la fois avec le président de la Chambre des métiers, le président de CCIR, le président de la CCI, avec quand même des situations qui ont permis en fait de passer un cap, mais toutes n'arrivent pas à rétablir les choses. Donc vous avez raison, il faut qu'on soit attentif à cette dimension-là. J'ajoute aussi que, et c'est une bonne nouvelle, même si on ne peut pas complètement s'en satisfaire, on avait une baisse très forte de l'intérim, notamment sur l'année 2024 et le début de l'année 2025. Cette baisse a été inversée, c'est-à-dire qu'on reprend une augmentation assez significative de l'intérim, qui est dans la logique que vous avez indiquée, pas d'attentisme, mais de prudence dans la reprise économique. Les embauches se font majoritairement sous forme d'intérim, et ensuite elles ont vocation à être consolidées. La très mauvaise nouvelle l'année dernière, mais je crois l'avoir dit ici même, c'était que l'intérim avait très fortement baissé en 2024. Et ce n'est pas une bonne nouvelle en matière de richesse et de développement économique. Autre point quand même, on est une région très industrielle. On est une région à la culture industrielle. Je ne vais pas vous faire l'offense de rappeler un certain nombre de gros faiseurs, de développement, d'investissement, y compris cette année très structurant. Et on le voit, c'est un des éléments de la résilience particulière de la région Pays de la Loire. L'industrie résiste bien mieux, tout indice confondu, à la fois en termes de visibilité, en termes de carnet de commandes,
en termes aussi de morale, parce que c'est important de morale, y compris en économie. On voit bien que l'industrie résiste, et donc il y a un effet locomotive de l'industrie, et pas que des gros faiseurs, notamment sur tout le tissu TPE, PME, ETI, qui se voit reconfirmer de la visibilité. C'est un élément important, et ça contribue vraiment à la résilience de notre économie. Alors, quand je dis ça, je dis qu'il faut avoir le moral, pour paraphraser le président Yann Trichard, mais en même temps, je ne suis pas complètement niais, ni naïf. Il faut qu'on soit très attentif à tous les éléments, tous les items dont vous avez débattu, tous les facteurs de fragilité, j'y reviendrai, sur lesquels, collectivement, il faut qu'on puisse avoir non seulement un regard attentif, mais imaginer aussi des solutions locales. Et en tout cas, je considère que c'est le rôle de l'État d'être en accompagnement, en appui. Ça, c'est première peut-être élément de marqueur pour les mois et cette résilience de notre économie, il faut la conforter, il faut la consolider. Il faut surtout aussi pas tomber ni dans un optimisme béat, mais je crois qu'ici, personne n'est béat, ni non plus dans un pessimisme qui confinerait l'inaction, ou en tout cas qui devrait permettre de donner des excuses pour ne rien faire. Parce que dans cette période, l'enjeu, c'est l'action. L'enjeu, c'est l'action. Tous les acteurs de l'écosystème que nous représentons collectivement ici, que ce soit les acteurs publics, les acteurs financiers, les acteurs évidemment économiques, les institutionnels, les chambres de commerce, la chambre d'agriculture, enfin tous les réseaux consulaires, l'ensemble des acteurs doit pouvoir aussi se mobiliser, y compris innover à l'échelle territoriale pour mieux prendre en compte et accompagner, et le cas échéant, avoir un regard particulièrement attentif sur les éléments de fragilité ou de difficultés particulières. Je pense évidemment, par exemple, au secteur CHR. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez tous beaucoup insisté, l'instabilité. L'instabilité qui ne se marie jamais bien avec le business, c'est pas une nouveauté non plus, pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour le savoir. Tous les chefs d'entreprise, chefs d'entreprise et chefs d'entreprise, ont besoin de visibilité et d'une certaine stabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un budget. Vous l'attendiez, il est là. Alors, je ne vais pas, d'abord, dans mon rôle, je ne pourrais pas me permettre d'avoir un avis, un jugement de valeur, mais on a un budget. Et le fait d'avoir un budget, moi j'ai été très frappé dans les visites d'entreprise, dans les contacts quasi quotidiens que j'ai avec les uns ou les autres, il y avait cet impératif catégorique, au sens kantien, d'avoir de la visibilité sur la capacité, les orientations de l'action publique. Alors, pas que pour le monde économique, pour les collectivités locales aussi, on en parlait, sur l'investissement, qui sont quand même assez souvent, soit dans le cadre de dotations globales issues du budget, soit dans le cadre de subventions d'équipement issues du budget. Donc il y a un budget. Alors ce budget, le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a rappelé, y compris il a écrit une lettre à tous les entrepreneurs de France, il se caractérise par une année de stabilité globale pour les entreprises françaises. Je dis globale, je vais y venir. Stabilité totale, et le parti pris, c'est de ne pas remettre en cause la politique de l'offre. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été confirmées justement pour garder ce parti pris de l'offre. De l'offre qui s'adresse quand même principalement au monde économique, aux investisseurs et à cette capacité à générer de l'activité, de l'emploi et du business. Il y a en revanche une volonté de lutter contre la suroptimisation fiscale, notamment dans le cadre, vous le savez très bien, je ne vais pas détailler, mais je suis à votre disposition pour le faire, dans le cadre de certains dispositifs, notamment comme le pacte du Trade, afin d'ailleurs de rétablir une certaine équité qui, ici ou là, dans un certain nombre de situations, avait pu être un peu remise en cause. Dans une région comme la nôtre, je l'ai dit, où les ETI sont extrêmement nombreuses, aucune TPE, PME, ETI, elles sont toutes exonérées d'une pression fiscale supplémentaire. Il faut juste quand même alors on peut le contester, il faut juste qu'on le sache et qu'on se le dise. Je demande à personne qu'on s'en félicite, mais c'est une réalité quand même qu'il faut regarder. Donc on a un budget, et deux, il n'y a pas d'imposition supplémentaire, quelle que soit leur nature, sur les entreprises jusqu'aux ETI. Ensuite, je reprends mes notes, parce que je veux être sûr de ne pas dire de bêtises, mes notes qui sont de la direction du budget. La réduction du déficit, elle est de 0,6 points pour le déficit public budgétaire.
avec une augmentation des charges de la dette, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, de 0,2 points sur ces 0,6 points. Je parle sous le contrôle évidemment des sachants. La moitié est financée des efforts et financée par des augmentations d'impôts, mais des augmentations dont les 2/3 sont faciales. Je m'explique. C'était des impôts pas nouveaux, des impôts qui ont été créés les années précédentes et dont le rendement est supérieur. Donc ce n'est pas des impôts nouveaux. Si on veut être précis dans les termes, les 2/3, en fait, c'est un rendement supérieur d'impositions déjà existantes. Et 1/3 par des mesures nouvelles. Ça, c'est la moitié de l'effort. L'autre moitié, c'est par des économies. Et là aussi, on va se dire les choses, on est entre nous, même si on est nombreux, on est entre nous. La totalité de l'effort porte sur le budget de l'État. Alors, il ne faut pas qu'on soit sous injonction un peu contradictoire. La moitié de l'effort porte sur les dépenses de l'État, puisque hors les dépenses mines-armes et dépenses de souveraineté, tous les autres budgets baissent. Alors après, un certain nombre d'entre vous viennent me voir en disant « c'est scandaleux, monsieur le préfet, les subventions d'équipement ou l'investissement de l'État baisse ». Bah oui, ça je vous le confirme. Je vous le confirme. Et ça va être encore plus marqué en 2026. Juste là aussi, sans vous abreuver de chiffres, les dépenses en volume de l'État, elles n'augmentent pas. C'est 0%. Les dépenses, en revanche, des collectivités continuent d'augmenter, dans une proportion moindre, mais continuent d'augmenter. Donc là aussi, il faut juste qu'on se le dise, qu'on le sache. Il y a un effort qui est aujourd'hui porté principalement sur le budget de l'État. Alors c'est souvent un sujet facile en disant qu'il faut que l'État réduise son train de vie, etc., etc. Oui, il y a des efforts certainement d'optimisation, d'économie budgétaire. Après, quand on regarde à l'échelle des territoires, ça peut venir rapidement en impact. En tout cas, c'est des choix politiques qui ont été faits. Et je le disais, bonne nouvelle, vous avez maintenant toute la visibilité sur l'année qui vient, dans le cadre d'un certain nombre d'orientations politiques qui ont été confirmées, politiques de l'offre, et avec donc des montants, enfin des montants budgétaires qui ont été mentionnés. Alors, il y a un point auquel je vous ai très attaché, auquel nous sommes tous très attachés. Ayons en tête aussi qu'avec le budget tel qu'il a été approuvé, qui n'est pas encore promulgué, parce qu'il y a la saisine du Conseil constitutionnel qui est en cours, enfin, logiquement, il devrait être promulgué dans les jours qui viennent. Donc, il n'y a pas de raison de renourrir votre anxiété par rapport à une instabilité, puisque c'est dans quelques jours que le budget sera promulgué au journal officiel. Juste en tête, quand même, la dépense publique sur le PIB, le ratio dépense publique PIB, c'est la première fois, depuis pas mal d'années, il va baisser. Il va baisser de 0,2 points. Et donc, dépenses publiques sur PIB, 56,6, quand l'année dernière, il était à 56,8. Là aussi, je veux être sûr que les chiffres sont bons. Donc c'est, là aussi, en termes de signes, en termes d'incarnation, je crois que c'est très important. C'est pas qu'un symbole, 0,2 points de baisse par rapport au PIB, mais c'est surtout une volonté politique très affirmée de pouvoir réorienter mieux les dépenses publiques et surtout être dans une logique de maîtrise, de contrôle. Je ne reviens pas parce que pour le coup, le taux de l'endettement va continuer d'augmenter de 2 points, notamment par rapport à 2024, avec une cinétique qui est beaucoup plus lente, avec un warning. La charge de la dette continue d'augmenter. Et ce qui est assez paradoxal quand on voit en particulier, la crainte c'est sur les taux d'intérêt. Ça c'est un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est international. Et évidemment, par contre, en fait, c'est hyper impactant. Ça, c'est pour la partie budgétaire. Stabilité, donc résilience de l'économie régionale. Personne ne peut le contester. On peut encore améliorer les choses. Au niveau visibilité, stabilité, notamment d'un point de vue budgétaire, pour pouvoir donner de la visibilité à tous les acteurs. Tous les acteurs, économiques bien sûr, mais tous les acteurs, y compris votre serviteur, l'ensemble des services, le tissu associatif, le monde agricole, etc., etc. Troisième élément que je veux partager avec vous, ça oblige, et je crois que c'est quelque chose, en tout cas c'est vraiment une contrainte très forte qu'on s'impose, pas une contrainte d'ailleurs, une obligation, que les services de l'État, notamment à l'échelle des territoires, départementaux, régionaux, soit de plus en plus, et ce qu'on s'astreint à faire, dans une logique d'aller vers. D'aller vers, notamment pour traiter aussi un certain nombre de difficultés, pour être à la maille, en fait, des enjeux, des bassins de territoire, en matière d'emploi, en matière de développement, en matière d'accompagnement aux ces difficultés.
Ça, c'est vraiment, je le partage avec vous, ça ne marche pas forcément, il y a des choses certainement encore à améliorer, mais j'allais dire, l'axe d'action principal des services de l'État en région Pays de la Loire et au niveau du département de la Loire-Atlantique, c'est d'aller vers. De sortir, d'aller vers, de ne pas se voiler la face. Il y a des difficultés, on est là pour essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on en trouve tout le temps? Pas forcément. Mais moi, le premier, à titre individuel, j'ai des échanges sur des dossiers. J'ouvre le capot sur des dossiers d'extension. Tout à l'heure, je parlais du fondateur d'une des pépites industrielles qu'on a en région. Il y a des projets d'extension, il y a des problématiques de compensation environnementale, problématiques de zones humides, de biodiversité, enfin, toutes choses que vous connaissez lorsqu'on veut se développer. On est là, nous, pour essayer de faciliter les choses, en tout cas, de trouver des solutions. L'année dernière, je vous avais mentionné le fait qu'on avait monté une task force dédiée à Saint-Nazaire. Cette task force, elle a déjà obtenu des résultats. Pourquoi? Parce qu'elle intègre cette logique. En fait, l'essentiel, comme on disait, c'est d'aller au résultat. Elle en a déjà montré. Je ne sais pas si je peux citer le nom des entreprises ou pas. Je m'adresse au président des... Mais un hub logistique, je ne vais pas citer l'entreprise, sur le bassin nazérien, qui était complètement enquisté. Il est sorti. C'est de l'accompagnement, vraiment. On n'est pas du sur-mesure, on est au moins dans du prêt-à-porter. Et dans cette logique où on ne va pas dire c'est compliqué, c'est difficile, il y a de la réglementation, vous êtes les premiers à le dire, moi aussi parfois. Ouais, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas comme ça qu'on avance, donc c'est peut-être compliqué, si c'était pas compliqué, on ne serait pas là. Et on est là pour essayer de décomplexifier, de simplifier, et en tout cas d'accompagner les projets de développement. Je pense aussi à des opérations, parce que c'est un vrai enjeu, on en a moins parlé ce soir, sur le logement des salariés. C'est bien de croître de quasiment 1% par an, comme en Loire-Atlantique. C'est bien d'avoir des entreprises qui procèdent à des recrutements de 300. Là, tout à l'heure, j'étais en visite. Une entreprise quasi publique, Enedis, recrute 300 personnes par an en Pays de la Loire. C'est quand même, c'est pas anodin. Mais il faut loger. Et le logement, la cherté, la rareté, fait que ça devient un blocage. Vous le savez tous. Pas partout. Mais, par exemple, sur le bassin nazérien, c'est un sujet. Y compris pour attirer des profils, j'allais dire, CSP+, pour dire les choses simplement, qui vont se loger plutôt de l'autre côté de la Loire, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet de logement, et notamment par rapport aux grands projets industriels, j'y reviendrai quand même, le porte-avions nouvelle génération, qui va être aussi une locomotive à tous égards. Donc on a trouvé des solutions, des opérations immobilières, on a monté des opérations très innovantes de rachat. Je ne sais pas si la FPI est présente, certainement, en liaison avec la promotion immobilière privée pour pouvoir viabiliser, crédibiliser des opérations qui ne sortaient pas ou qui étaient bloquées justement du fait de la cherté et de l'absence de réservation. Donc c'est tous ces travaux-là, ils ne sont pas forcément visibles, mais c'est mon rôle aussi de vous en rendre compte. Aujourd'hui, l'État aussi, les services de l'État sont là pour trouver, mettre de l'huile dans les rouages et trouver des solutions. Donc ça, c'est aussi la task force. J'ai évidemment compris des solutions un peu innovantes sur du logement modulaire pour accueillir les travailleurs, des travailleurs temporaires sur certains chantiers, en particulier le chantier de l'Atlantique, la mobilité et l'accompagnement, en fait, des installations des nouveaux salariés. Ça, c'était mon troisième point. Économie résiliente. Encore une fois, il faut être attentif, il faut être prudent, il faut bien diagnostiquer. Une visibilité, notamment par la stabilité politique et budgétaire. Et puis, une administration à l'échelle du territoire qui doit être caractérisée, c'est vraiment tout l'élan qu'on donne en termes de réactivité, d'agilité et évidemment d'écoute des acteurs. Mon quatrième point, et c'est mon dernier, rassurez-vous, mon quatrième point, c'est le contexte international. Alors, je me permets de compléter la réponse sur l'exposition aux exports vers les États-Unis. L'année dernière, les exports Pays de la Loire vers les États-Unis, 15%. Enfin, en 2024. 2025, 13%. Donc, on a perdu 2 points en termes d'exposition au risque US. Et la totalité de ces 2 points, en fait, sont liés à l'activité des chantiers de l'Atlantique, dont les paquebots qui ont été livrés étaient en valeur un tout petit peu inférieure, parce que ce n'étaient pas les mêmes commandes, en fait. Il y a deux gros croisiéristes,
Et donc, c'est vraiment lié à ça. Alors, est-ce que, pour autant, il ne faut pas qu'on soit attentif? Je crois que plus que les droits de douane, vous l'avez très bien dit tous les deux, plus que les droits de douane, le vrai sujet, et je complète le propos aussi d'Yann Trichard, il n'y a pas que 2 secteurs qui sont quand même exposés par rapport aux exports américains. Il y en a un autre, c'est le secteur agricole, et notamment la viticulture. Mais le sujet n'a pas tellement été... Le sujet, c'était l'absence de visibilité. Le côté, le mardi, c'est 10% de droits de douane, et le mercredi, parce qu'on parle du Groenland, c'est 40% ou 200%. Bon, ça s'est stabilisé, heureusement, et ça n'a surtout jamais été mis en œuvre. Mais en fait, le vrai sujet de préoccupation, là, pour le coup, que je partage avec vous, c'est la baisse du dollar. C'est la baisse du dollar par rapport à l'euro. Parce que ça, c'est vraiment un facteur, en fait, de surenchérissement des produits qu'on envoie. Alors, on a de la chance sur les exports vis-à-vis des États-Unis. C'est plutôt des produits, on dirait, dans l'industrie chimique, ultra spécifiques. Ce matin, j'étais encore en visite d'entreprise, et notamment à l'entreprise Camac, que tout le monde connaît, puisque c'est une de nos pépites. C'est une de nos pépites. C'est un fabricant de harpes. Il y en a 4 dans le monde, m'expliquait le chef d'entreprise. 4 dans le monde, dont une ici. Alors, honnêtement, hein, et il n'y a pas de malice dans mon propos, au fin fond de la Pampa, à côté d'Ancenis. Non, mais c'était extraordinaire. Je partageais. Extraordinaire. De voir une entreprise avec autant de savoir-faire, entreprise du patrimoine vivant, qui exporte une très grande partie de ça. Et m'expliquer, ils ont eu des inquiétudes, justement. Évidemment, ils fabriquent ce qu'on appelle 300 harpes à haute valeur ajoutée, enfin pour les orchestres internationaux, etc. Donc pas mal d'exports aux États-Unis. Et en fait, ils ont pris de plein fouet la hausse, la baisse du dollar et donc la hausse des prix sur le marché américain. Comme c'est du produit ultra spécifique, un peu comme le vin ou ce type de produit, honnêtement, par rapport à la clientèle, un harpiste de renommée internationale américain, si sa harpe prend 20%, de toute façon, il continuera à acheter une harpe Camac. Mais c'était un facteur d'inquiétude. Donc le contexte international, là aussi, on peut basculer dans un pessimisme total, ou se dire aussi que ça recèle des leviers de croissance qui sont fondamentaux et essentiels pour notre région, qui est une des régions très contributrices aux exportations nationales. Très contributrices aux exportations nationales, notamment grâce à Airbus et aux chantiers, mais pas que, y compris aussi en matière agroalimentaire. Alors, moi, je vais reprendre le mantra de Yann Trichard, il faut avoir le moral. C'est-à-dire que la situation internationale peut être source d'inquiétude, en même temps, elle ne doit pas être source d'inaction. C'est la première responsabilité des politiques, de notre président de la République, évidemment, dans le cadre des échanges internationaux, mais on a aussi, à l'échelle des territoires, une responsabilité. Et surtout, c'est un levier de croissance objectivement extrêmement important pour nous, notamment en termes d'export, tout produit confondu, et, je terminerai mon propos là-dessus, aussi parce qu'on a un tissu industriel, on peut s'en féliciter, qui est quand même très orienté souveraineté nationale, et notamment le monde de l'industrie de défense. Alors, il y a le chantier du porte-avions, avec là aussi des pépites extraordinaires. Il y a le chantier du porte-avions qui a été confirmé, on parlait de visibilité, il est confirmé, qui va se construire ici, c'est d'abord un motif de fierté, mais c'est surtout par capillarité, énormément de valeur à créer localement, à la fois sur les entreprises donneuses d'ordre, mais également sur l'ensemble du tissu. Et je pense, on en a discuté avec le président de la CCI de Loire-Atlantique, on a un travail à faire avec vous tous, justement sur... Ça monte en puissance. Le budget du ministère de l'Armée est l'un des rares qui augmente très fortement cette année, notamment en matière d'investissement. On a énormément de sociétés qui travaillent dans l'industrie de défense ici en région Pays de la Loire. Et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire pour mieux sensibiliser l'ensemble, notamment les petites structures, c'est pas péjorant quand je dis ça, mais les sensibiliser à un certain nombre de contraintes quand on travaille dans le secteur de la défense, un certain nombre de précautions, un certain nombre de préventions à avoir, et je crois que là, il y a un travail en commun qu'on pourrait mener. Donc, on a vraiment là une chance et un levier de croissance extraordinaire dans les années qui viennent, avec ces investissements dans la défense, et en même temps, on a l'obligation de ne pas louper ce rendez-vous. Alors, vous êtes déjà à la manœuvre, hein. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale a
a flagué, entre guillemets, votre dernière Assemblée Générale il y a quelques jours, justement sur l'esprit de défense et sur cette interaction qu'il faut qu'on puisse construire ensemble avec à la fois les industriels, avec les écosystèmes économiques, mais aussi en matière de formation, en matière, je reviens, de logement, d'accompagnement, pour faire en sorte que notre région, résiliente économiquement, continue d'être porteuse de développement, à la fois d'un point de vue économique, pour l'emploi, et j'allais dire plus globalement, pour la bonne santé de notre territoire. Je vous remercie tous de votre écoute.